Vous savez que nous sommes un pays en guerre. Nos ennemis essayent de nous déstabiliser de toutes les manières qui soient. Ils le font par la guerre et peuvent le faire autrement aussi par la hausse des prix. Ennemis internes et externes, j'entends, parce que beaucoup de ceux qui nous combattent à l'intérieur sont passés par les affaires dans ce pays. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, parle de la guerre que subit son pays depuis 1994. Cette guerre qui a duré, qui a fait plusieurs morts. Une sortie médiatique qui nous a tous étonnés parce que c'est une véritable catastrophe. Une sortie médiatique inutile, à la fois sur le plan politique, mais aussi sur le plan diplomatique. Nous avons tour à tour assisté à un florilège d'inconscience, de contradictions, de paradoxes dangereux, mais surtout de confusion totale. Nous avons approché M. Jérémy Taeb, un connaisseur du continent africain. Suivez ces débats. Monsieur Jérémy, merci de nous avoir accordé votre temps. Pouvez-vous vous présenter à nos téléspectateurs qui vous êtes, votre background? Alors moi, j'ai un cabinet de conseil en stratégie qui s'appelle Tigva Partner, qui accompagne les entreprises européennes et africaines qui souhaitent se développer en Afrique sur différents projets, généralement des projets d'infrastructure qui nécessitent du conseil. Donc, je fais l'intermédiaire entre les entreprises ou les États parfois et les bailleurs de fonds. Des bailleurs de fonds qui peuvent être chinois, américains, européens. Tout dépend du type de projet. À côté de ça, je suis chargé de mission auprès des bailleurs de fonds pour un projet ferroviaire qui s'appelle Africa Rail, qui est un projet qui vise à relier le Niger, le Bénin, le Burkina Faso et le Togo à travers un chemin de fer et dont la rentabilité s'appuie sur l'extraction minière du minerai de fer à Saï au Niger et au nord du Burkina Faso à Tambao. Voilà. Et après, j'ai une carrière qui s'étend du conseil en stratégie dans différents cabinets de conseil et également une partie aussi en Afrique, en Angola, où j'ai accompagné différents types de projets, principalement miniers. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler de la situation de la RDC. Nous allons aussi aborder la situation de l'Afrique de l'Ouest, l'AES, le Sahel. Alors, pour commencer avec la RDC, nous savons que plusieurs pays en Afrique ont été colonisés et tous ces pays qu'ils ont colonisés sont restés à leur côté. Mais nous constatons que la Belgique ne se prononce pas trop, presque pas pour la situation de la République démocratique du Congo. Bon, alors on pourrait refaire l'histoire, et l'histoire est longue sur l'histoire de la RDC. Mais aujourd'hui, les difficultés que rencontre la RDC, c'est un problème déjà de souveraineté, puisque la RDC n'a pas une souveraineté totale sur son territoire, pour un problème qui date il y a très longtemps, hein, après le génocide Rwanda. On a eu une importante population Hutu qui s'est basée à la frontière avec la RDC et le Rwanda, et cette population est devenue une base arrière politico-militaire, disons, et qui crée des troubles dans la région. Ensuite, ces bases arrières ont été appuyées par des puissances, alors des puissances minières principalement, puisque la zone de l'Est du Congo, deux parties de l'Est du Congo sont très riches en minerais. Une partie, c'est le Katanga, où on a du cobalt, de l'uranium, du cuivre. Et puis l'autre partie, c'est à la frontière avec le Rwanda et l'Ouganda, au nord et au sud du Kivu, et au nord de l'Ituri, où on a du coltan et des réserves très importantes d'or. Et on a eu des puissances alors minières, occidentales, mais pas seulement, aussi africaines, d'Afrique du Sud, qui ont soutenu des groupes rebelles pour pouvoir continuer à exploiter les minerais. Ça crée un problème de stabilité régionale, c'est un problème majeur, très peu aujourd'hui défendu par la communauté internationale qui bénéficie aujourd'hui des minerais et qui en a besoin pour ces industries de pointe. Faut se rappeler que dans les industries de pointe type aéronautique, on a besoin de ces minerais stratégiques. Et aujourd'hui, la RDC, alors malheureusement, c'est pas la RDC qui bénéficie de la valeur ajoutée, mais c'est plutôt les pays environnants, notamment le Rwanda, mais aussi d'autres pays qui bénéficient aujourd'hui de la valeur ajoutée. Puisque quand on regarde les rapports d'extraction minière, on se rend compte que
le Rwanda est devenu leader de l'extraction dans certains minerais stratégiques comme le coltan, alors qu'il n'en possède pas sur son territoire. Mais aujourd'hui, il y a eu un problème qui date d'il y a un long moment, hein, du père de Joseph Kabila. Et à cette époque-là, le deal avait été de dire d'un côté je conserve le pouvoir et de l'autre côté les Rwandais continuent à exploiter le minerai. Le président Tshisekedi a voulu rompre avec cette histoire et a voulu se dire qu'il avait une souveraineté sur la totalité du pays, ce qui est totalement logique. Mais c'est pas aussi facile que le dire, c'est facile, mais le réaliser, c'est beaucoup plus compliqué. Donc il a essayé dans un premier temps par la voie diplomatique. Ça reste compliqué parce que la communauté internationale n'est pas tellement mobilisée sur ce sujet-là puisqu'elle en profite. Et aujourd'hui, il a essayé de durcir le ton. On l'a vu dans son dernière interview où il a été assez virulent face au président rwandais Paul Kagame. Mais néanmoins, la situation est compliquée parce que diplomatiquement, je ne vois pas le Rwanda plier et militairement, la RDC ne fera pas le poids face à l'armée du président Kagame. Donc, c'est très compliqué de résoudre ce problème. Je ne sais pas comment est-ce qu'il faut faire, quelle est la bonne stratégie pour réussir à ce que la RDC retrouve une souveraineté totale sur son territoire. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de conflits au monde, on parle plus de la situation de la Russie et de l'Ukraine. Nous voyons aussi la situation de l'Israël et la Palestine, mais aussi le Soudan. Et nous constatons que la situation du Congo reste un peu oubliée dans les oubliettes. Pourquoi cette indifférence? Alors, moi, je pense, je vais te répondre de façon très factuelle et sans langue de bois, que pour la communauté internationale, c'est un conflit entre populations africaines, entre noirs, si je peux le dire de manière très triviale, et donc ça va pas tellement émouvoir les populations occidentales. Déjà, la majorité des gens ne savent pas situer la RDC, le Rwanda, et ça leur parle absolument pas. Ensuite, pour eux, c'est des conflits qui ont toujours existé et qui ne se sentent pas concernés. La guerre Russie-Ukraine concerne deux populations, disons, occidentales. Donc, ça a plus d'attrait déjà au niveau géopolitique et puis la Russie est quand même un très grand pays puissant et donc ça attire beaucoup plus la communauté internationale. Pour l'autre sujet, Israël-Palestine, on est dans un conflit qui est millénaire mais qui est un conflit aussi civilisationnel entre des Arabes musulmans et des Juifs. Donc il y a aussi un côté où vous avez un tout petit pays qui va lutter contre une coalition aussi de pays arabes. Donc vous allez avoir de l'émotion qui va rentrer en ligne de compte. Maintenant, la RDC, bon, comme le Soudan, hein, parce que le Soudan, je ne pense pas non plus que les gens soient très, très concernés par le sujet. Vous avez en RDC des milliers, des milliers, des milliers de femmes qui ont été violées. Vous avez un conflit qui date depuis très longtemps. Et malheureusement, et moi je dis maintenant très tristement, les populations, la communauté internationale a privilégié l'argent, c'est-à-dire a privilégié l'intérêt financier par rapport à ce qui était juste ou pas. Et elle aurait dû se dire, de la même manière que pour la guerre Russie-Ukraine, c'est de poser la question de savoir comment est-ce qu'on se coupe de l'approvisionnement de pétrole ou de gaz avec la Russie, elle aurait dû se poser la même question. Comment est-ce qu'aujourd'hui on fait pour utiliser des métaux stratégiques qu'on a besoin dans notre industrie, dans l'aéronautique, par exemple, comme le coltan, comme l'or ou d'autres, et comment est-ce qu'on fait pour devenir... on reste sur notre ligne de conduite et on se dit que finalement, il y a des choses qui se passent en RDC et on doit être mobilisé de manière unanime sur le sujet. Moi, je ne comprends pas. Je pense que les gens se disent que la RDC n'est pas un pays très important, à part pour les minerais, mais ils se disent que de toute façon, ça ne motivera pas et ça ne concernera pas tellement les populations européennes. Moi, je trouve que c'est une erreur. Voilà. Et moi, je pense qu'il faut se dire qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas juste. Quand il y a eu le 7 octobre, le président Tshisekedi a été un des seuls présidents africains qui a eu le courage de ces paroles. Et je pense que c'est un président qui aurait dû être accompagné. On parle souvent de souveraineté à tort et à travers en Afrique, je trouve. Il y a beaucoup de pays qui ne sont pas indépendants, et ça c'est vrai, mais qui sont souverains. La RDC a un problème, et d'indépendance, mais surtout de souveraineté. Elle pourrait être indépendante si elle avait sa souveraineté sur son territoire. Pour moi, c'est un vrai problème. Le président Félix Tshisekedi essaye tant bien que mal à relever son pays par rapport à la sécurité, la politique, l'économie du pays. Mais certains pensent que le Congo a besoin d'un leadership beaucoup fort. Alors, je pense qu'il est très compliqué pour un président de pouvoir administrer un pays lorsqu'il n'a pas une souveraineté totale sur le pays.
dans ce point de vue-là, je trouve qu'il est assez courageux dans sa gestion. Après, effectivement, est-ce qu'il a le poids suffisant? De mon point de vue, sur un pays aussi grand que la RDC, avec les complications, il faut un gouvernement d'union nationale. Il faut sortir du prisme électoral classique qu'on peut avoir dans d'autres pays qui n'ont pas des puissances étrangères qui captent les richesses sur leur pays. Dans ce cadre-là, il faut pouvoir dépasser les clivages de partis et se dire comment est-ce qu'on construit un gouvernement d'union nationale pour pouvoir se réapprovisionner les richesses et que le peuple congolais puisse arriver non seulement à développer son industrie, mais à devenir souverain et sur la totalité de son territoire. Pour moi, c'est un problème qui doit dépasser les clivages de partis. On doit avoir un gouvernement d'union nationale et se dire tous ensemble, tous les Congolais doivent se dire mais comment est-ce que nous, on va pouvoir faire pour régler ce problème qui date depuis des décennies et des décennies. C'est pas possible aujourd'hui de se dire que ce qui se passe actuellement en RDC va continuer dans les 10 prochaines années. Donc il faut se dire comment est-ce qu'on règle ce conflit et je pense que ça peut venir que de la communauté nationale congolaise dans son entièreté. On ne peut pas uniquement se baser sur des élections. On doit se dire, au-delà de est-ce que j'ai remporté des élections à 52, 55, 60%, se dire comment est-ce que j'intègre tous les partis dans un gouvernement d'union nationale, comment est-ce que je fais en sorte, parce que j'ai pas qu'un problème interne, là j'ai un problème externe et ça doit dépasser les clivages. La situation de l'Est de la RDC reste un parcours de combattant pour le gouvernement congolais, mais aussi pour la stabilité de la région. Est-ce que vous pensez que tant que cette situation va rester, ça va exister, le Congo ne pourra pas se développer? C'est très compliqué. Honnêtement, les problèmes de l'Est sont très compliqués parce que tant que la RDC n'aura pas un poids suffisant auprès de la communauté internationale pour peser dans la balance, tant il faut qu'elle arrive à trouver un moyen, quel qu'il soit, pour qu'elle pèse dans l'échiquier. Parce que le président Kagame a été extrêmement intelligent, habile politiquement, dans ses rapports avec la communauté internationale, pour faire en sorte d'attirer à lui le fait que les Occidentaux aujourd'hui le soutiennent majoritairement. Alors, c'est très compliqué pour le président Tshisekedi parce qu'au début, il a essayé la diplomatie classique. Là, aujourd'hui, on l'a vu dans son dernier interview, il sort de la diplomatie classique pour être sur un ton beaucoup plus virulent. Qu'est-ce qu'il va en arriver? Parce qu'aujourd'hui, il n'a pas les moyens militaires de pouvoir être sur une lutte armée. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait les diasporas congolaises qui se mobilisent massivement, pas seulement d'un point de vue comment dire, d'un point de vue de slogan politique ou de parti politique, mais qu'elles se disent tous au-delà des partis politiques. C'est pour ça que je dis qu'il faut aller au-delà de ces clivages-là pour se dire comment est-ce que nous, Congolais de la diaspora ou Congolais qui habitons en RDC, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir peser sur l'échiquier, sur la balance au niveau de la communauté internationale pour régler ce conflit, qu'on arrive à avoir une souveraineté pleine et entière. Parce que sans ça, le RDC sera toujours riche en minerais, mais ne pourra pas se développer. On n'aura pas de routes, de ponts, de chemins de fer, tout ce qui est nécessaire pour qu'un pays se développe au niveau de l'industrie. La RDC est un pays extrêmement vaste. Donc, il a besoin d'infrastructures lourdes. Et ces infrastructures lourdes, elles pourront se développer que si on a une rentabilité par rapport aux minerais stratégiques. Et c'est là où ça pèse dans la balance. Je sais pas. Honnêtement, il y a des choses sur lesquelles j'ai un avis très tranché. Là, je sais pas. Ça va tout dépendre de ce second mandat. Est-ce qu'il arrivera ou pas? J'espère que même s'il n'y arrive pas, en tout cas, qu'il essaye de poser les bases pour que le prochain puisse y arriver. Parce que c'est pas si facile. C'est très difficile. Je jette pas la pierre. Mais il faut que les gens se manifestent. Et aussi, quand on voit l'Union africaine ou les instances qui sont censées mettre de la cohésion au niveau de l'Afrique en temps normal, aujourd'hui, c'est pas normal qu'elle soit aussi faiblement impliquée sur ces conflits. Le président du Rwanda, Paul Kagame, accuse le Congo d'être à l'origine de cette problématique qui persiste dans le pays. Il a souvent dit que le problème de l'Est, c'est un problème congolais. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est facile de dire ça, mais il y a quelque chose qui est très factuel, hein. On regarde les rapports miniers
d'extraction et de vente de minerais du Rwanda à l'étranger, évidemment. Et on voit que le Rwanda est devenu leader dans certains minerais stratégiques. Pourtant, il n'en a pas, au niveau des rapports géologiques, on le sait, sur son territoire. Donc, c'est facile de dire que c'est un problème entre Congolais pour se dédouaner de tout sujet. Mais de toute façon, je ne pense pas que d'un point de vue uniquement diplomatique entre la RDC, de façon bilatérale entre la RDC et le Rwanda, le conflit se réglera. Le Rwanda peut de toute façon botter en touche à chaque fois sur ce sujet-là, en disant c'est un problème entre Congolais, ou même en ne répondant pas. C'est très facile pour eux, puisque aujourd'hui c'est eux qui ont l'avantage. Donc pour moi c'est facile. Non, il faut que la RDC arrive à trouver des voies contraignantes, il n'y a que ça, pour que les pays occidentaux ne puissent plus bénéficier de ces minerais stratégiques s'ils continuent à soutenir ce qui se passe en RDC. C'est tout. C'est Ok. tant que on pourra, avec des batteries de téléphone, avec des téléphones portables, avec l'aviation, continuer à utiliser ces minerais, bah, la RDC sera toujours dans le même problème. Donc il faut qu'elle trouve de façon habile. J'ai pas la solution là en clé en main, mais il y a que de ce point de vue-là qu'elle pourra contraindre les Occidentaux et aussi certains pays africains, notamment l'Afrique du Sud, à faire pression sur le Rwanda. La corruption reste un vrai problème pour la RDC. Certains ministres ont été cités dans des dossiers scandaleux de détournement des fonds publics. Alors là, le gouvernement essaye de stabiliser son économie pour éradiquer tout ce qui se passe même dans le front, hein, à l'Est. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à la peine de mort que le gouvernement a instaurée pour pousser tous ces militaires qui ne vont pas au front à faire face à l'ennemi que tout le monde connaît aujourd'hui? Alors, les détournements et la corruption, c'est pas un sujet propre à la RDC, ça touche l'Afrique de façon générale. Moi, j'ai toujours observé quelque chose qu'il y a en Europe et qu'il n'y a pas en Afrique. En Europe, on a une administration très forte, avec une redistribution, pas forcément égalitaire, mais en tout cas par la levée de l'impôt, qui fait que aujourd'hui, quand vous avez des faibles revenus ou vous n'avez pas de revenus, vous avez le RSA qui vous donne un revenu minimum. Quand vous travaillez et qu'après vous perdez votre emploi pour X raisons, vous avez le chômage. Après, vous avez les retraites, etc., etc. Et si on cumule toutes les aides publiques que vous avez dans les pays européens, quel que soit le pays, on se rend compte que finalement, c'est l'État qui se substitue au travail, c'est-à-dire, ou en tout cas, si vous arrêtez de travailler, vous n'allez pas mourir de faim. Vous pouvez mourir de faim dans certaines situations, évidemment, quand vous êtes pauvre, sans domicile fixe, etc. Mais globalement, pour la majorité des gens, quand il y a un drame dans leur vie, que ce soit un divorce ou quoi que ce soit, il y a l'État derrière qui va se substituer. Aujourd'hui, en Afrique, ça n'existe pas. En RDC, ça n'existe pas non plus. Donc aujourd'hui, vous avez des gens il y a un problème majoritaire qui est en Afrique. Il y a deux choses. C'est ce problème de redistribution qui n'existe pas, ou qui existe de manière archaïque et qui est concentré dans les mains des gens qui ont le pouvoir. Et ensuite, vous avez le deuxième problème, c'est la vie après le pouvoir. Aujourd'hui, quand vous êtes un président français ou un ministre français, vous pouvez faire tout et parfois n'importe quoi, et vous êtes toujours libre. Il y a très peu de cas de présidents ou de ministres qui vont être emprisonnés. Quand vous êtes en Afrique, vous avez une durée de mandat qui est courte, vous allez gagner un vous avez un salaire de ministre pendant tant de temps avec la puissance et l'aura que vous allez avoir, mais une fois que c'est terminé, vous n'existez plus dans la société. Donc en fait, le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est de se dire comment est-ce qu'on construit pour moi une vie après le pouvoir pour les gens, les ministres, les présidents, comment est-ce qu'on fait pour que les gens pensent d'abord à l'intérêt national avant de passer à l'intérêt personnel. Je pense qu'il y a un très bon exemple, c'est l'exemple au Togo. Vous voyez, le président du Togo, Patrice Talon, n'a pas attendu d'être président de la République pour être milliardaire. Il était déjà avant de devenir président de la République. Donc, dans ce cadre-là, il a fait en sorte de lutter massivement contre la corruption. Je pense que la corruption, c'est un problème. Si je ne vais pas être aussi manichéen en disant il faut d'un côté des pays incorruptibles comme on peut. Est-ce qu'il y a des pays incorruptibles? Je ne suis même pas sûr. Est-ce que en France, la corruption, il y en a aussi. Aux États-Unis, il y en a aussi. Juste, elle ne touche pas les mêmes types de personnes et elle n'est pas aussi généralisée. Maintenant, moi, j'ai toujours dit que pour régler ces problèmes-là, il faut deux choses, une vie après le pouvoir et que l'économie informelle rentre dans le formel.
Aujourd'hui, on a un problème, c'est que les économies africaines, à part les sujets miniers ou les sujets d'énergie ou d'armement, toute l'économie principalement, 70%, elle est en informel. Et tant qu'on n'essaye pas de se dire comment est-ce qu'on rentre l'économie informelle dans le formel, on n'arrivera pas à lever de l'impôt, on n'arrivera pas à financer des infrastructures, et sans pression fiscale, aujourd'hui, ces pays ne pourront pas se développer. Donc pour moi, une des solutions, c'est de se dire aujourd'hui, de se mettre à table, mais je vous dis encore une fois, pour ces sujets-là, il faut une communauté nationale, il ne faut pas voir ça à l'échelle des partis, et se dire comment est-ce qu'on fait pour qu'on arrive à faire rentrer le secteur informel dans le secteur formel, faire relever de l'impôt et qu'un pays faible économiquement devienne un pays riche économiquement, parce que c'est pas tout d'avoir des ressources, mais si jamais vous ne levez pas d'impôts, vous avez très peu une pression fiscale, ben, vous ne pouvez pas développer votre pays. Donc aujourd'hui, la lutte contre il suffit pas de dire on va créer une commission pour la lutte contre le détournement d'argent pour que ça se passe de façon opérationnelle. Pour lutter contre le détournement d'argent, il faut faire en sorte aujourd'hui, ok, on a des gens qui sont motivés par l'argent. Ben, comment est-ce qu'on fait pour que honnêtement ils puissent en gagner et qu'ils n'aillent pas le détourner? Parce que c'est pas en décrétant une loi en disant on va interdire ça qu'on va résoudre les problèmes de corruption et détournement d'argent. Non, c'est comment on va permettre à ces gens-là, aux populations de s'enrichir et à cette sphère autour du pouvoir de ne pas le détourner, de penser d'abord à l'intérêt national et pas à l'intérêt personnel. Et ça demande un travail qui n'est pas si facile que ça, mais qui doit exister. Maintenant, sur le cas de la RDC en particulier, sur le cas vous me parliez là, de la peine de mort, je ne pense pas que durcir les conditions comment dire, de répression, que ce soit face aux opposants politiques ou à toute menace potentielle, soit la solution. On n'a jamais vu un cas de peine de mort qui allait résoudre les problèmes. C'est pas avec la peine de mort qu'on va résoudre les problèmes dans l'Est du Congo. Moi, j'y crois absolument pas. Ces gens ces rebelles qui sont dans l'Est du Congo, ils savent que de toute façon, ils risquent la mort. Donc, mettre une peine de mort, ça changera pas grand-chose. Quant aux opposants politiques, alors effectivement, ça va restreindre les gens, mais je ne pense pas qu'il faille être aujourd'hui au Congo dans un contexte où on a une répression politique très forte. Pour moi, comme je le dis, il faut se dire, c'est pas en pointant X, en disant que M. Kabila est l'ennemi, qu'on va résoudre les problèmes au Congo. Pas du tout. Il faut se dire comment est-ce qu'on peut faire pour mettre tout le monde autour de la table, comme ce qu'on faisait avant, l'arbre à pas l'arbre. On se met tout le monde autour d'une table, on discute. Alors il y aura des gens qui ne seront pas d'accord, mais au moins à la fin, on arrive à un consensus. C'est par ce modèle-là qui a toujours existé en Afrique avant les élections classiques qu'on va résoudre les problèmes. C'est en mettant tout le monde d'accord autour d'une table. Le président Félix Tshisekedi a pointé l'ancien président Joseph Kabila d'être le parrain de la rébellion du groupe politique AFC, Alliance du fleuve Congo, dont le coordonnateur, M. Nanga. Est-ce que c'était le moment opportun pour le président Félix Tshisekedi de Joseph Kabila? Parce qu'en pointant l'ancien président Kabila de cette façon très directe, il y a un risque. Le risque, c'est que il faut jamais dire jamais en politique. Il faut toujours laisser la place à des ouvertures. Que le président Tshisekedi ne veuille plus voir le président Kabila ou ne pas s'asseoir à une table avec lui, c'est une chose. Le dire publiquement et dire jamais ça ne sera le cas, vous prenez le risque que demain, si ça se passe, on ressorte la vidéo en disant regardez ce qu'il a dit avant et regardez, il est plus très logique aujourd'hui. Donc pour moi, déjà, il ne faut jamais dire jamais en politique. Ensuite, si le président Tshisekedi veut lutter contre l'ancien président Kabila, pour X raisons, il faut le faire de façon discrète, tu veux dire, le faire de manière dévoilée comme ça. Soit on est certain de son fait, et dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'on sait mais qu'on peut l'arrêter ou qu'on va l'arrêter. Mais si c'est pas le cas, il n'y a pas un mandat d'arrêt contre le président Kabila, à ma connaissance. Donc c'est compliqué, à mon avis, de cliver de cette façon. Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure manière politique d'agir aujourd'hui dans la situation actuelle en RDC. Que ce soit un opposant politique, c'est une chose. Maintenant, soit des preuves sont amenées de façon très claire et le président Kabila est arrêté et mené devant une cour, si des preuves tangibles sont amenées. Si ce n'est pas le cas, est-ce que c'est productif d'agir ainsi? Je ne suis pas sûr.
Tournons la page de la RDC pour l'Afrique de l'Ouest. Nous allons aborder le sujet lié à l'AES. Ces trois États, le Burkina Faso, le Niger et le Mali, qui se sont retirés de la CEDEAO, disant que la CEDEAO travaille pour les intérêts occidentaux et cette dernière ne travaille pas pour les intérêts africains. Qu'est-ce que vous avez à dire? Je comprends d'un côté les populations, là j'ai parlé des populations du Burkina, du Niger et du Mali, qui n'ont pas forcément compris, ou en tout cas qui n'ont pas accepté, c'est normal, la déclaration de la CEDEAO par rapport à ce qui s'est passé au coup d'État au Niger. Je pense que c'était une erreur pour différentes raisons. Un, la CEDEAO n'avait pas le mandat nécessaire pour pouvoir mener une attaque contre le Niger. Deuxièmement, elle n'avait absolument pas les moyens opérationnels et techniques de mener une attaque. Il faut se rappeler que la CEDEAO, ce sont des accords économiques. Et en matière de guerre, elle peut servir dans des opérations de maintien de la paix, mais pas faire une guerre contre un pays membre. Ça n'existe pas, ça n'a jamais existé, donc c'est pas possible. Moi, j'y ai jamais cru et j'ai toujours été hostile à l'intervention de la CEDEAO au Niger. Je crois que c'est une erreur. Maintenant, la sortie de la CEDEAO. Qu'est-ce que ça va amener de positif et de négatif? Il ne faut pas oublier que tous ces pays, le Niger, le Burkina, le Mali, avaient des fonctionnaires internationaux qui venaient de leur pays et qui étaient envoyés à la CEDEAO pour représenter leur pays. Tous ces fonctionnaires-là étaient payés avec des salaires de fonctionnaires internationaux, c'est-à-dire avec des salaires très élevés, plus élevés que des ministres. Toutes ces personnes-là, il va falloir les recaser dans son pays. Ça va être très très compliqué. Avec des salaires de ce type-là, très compliqué. Donc ça va faire beaucoup de mécontents. Ça, c'est un point de vue, disons, peut-être anecdotique pour certains, mais qui n'est pas si anecdotique. Ça va prendre beaucoup de personnes. Maintenant, est-ce que être hostile à la CEDEAO, c'est la solution? Moi, l'AES, je comprends que des populations burkinabées, maliennes ou nigériennes sont intéressées par un élan de souveraineté et se disent, ah voilà, au moins, on est complètement indépendant et on ne dépend plus de personne. Très bien. Mais économiquement, qu'est-ce que pèsent le Mali, le Niger et le Burkina face à des pays, des mastodontes comme le Nigeria? Rien du tout. Il faut être logique. Aujourd'hui, si on prend cette zone et qu'on prend le Sénégal, la Côte d'Ivoire ou le Nigeria, mais c'est eux qui représentent le poids lourd. Donc l'AES, si elle n'est pas soutenue par un poids lourd, et actuellement ce n'est pas le cas, on a vu que le Sénégal n'a pas souhaité rejoindre, contrairement à ce que beaucoup pensaient. Moi, j'étais sûr que le Sénégal n'allait pas rejoindre l'AES. Quand on voit, il n'avait pas d'intérêt économique à le faire. Quand on voit que la Côte d'Ivoire ne le fera pas, et le Nigeria encore moins. Donc, c'est compliqué, si vous voulez. Ces pays-là ne peuvent pas vivre en autarcie, ce sont des pays enclavés face à des pays côtiers. Comment ces pays-là peuvent vivre de manière enclavée? C'est pas possible. Aujourd'hui, ils ont besoin des pays côtiers. Ensuite, moi, j'avais dit que de toute façon, les sanctions de la CEDEAO seraient contre-productives. On n'a jamais vu des sanctions, déjà en Afrique du Sud, c'était le cas, mais c'était le cas dans d'autres pays, qui allaient être productives. Aujourd'hui, la CEDEAO, ce que j'avais dit déjà il y a un an, allait condamner pendant un an, et puis au bout d'un an, elle serait forcée de reconnaître. Donc ça ne sert à rien. Il fallait travailler avec ces gouvernements dès le début et se dire comment est-ce qu'on sort de cette sortie de crise. Ce n'est pas en faisant pression. Des populations sont déjà des populations pauvres. Les populations au Niger sont des populations pauvres. Comment est-ce que des gens qui sont pauvres, vous allez leur dire bah demain on fait des sanctions, vous allez être un peu plus pauvres, et ces gens-là vont pas se rebeller. C'est des gens comme moi qui vivent dans des pays comme la France ou Paris. Si vous m'enlevez un petit privilège que j'ai, ah oui, je vais pas être content. Alors si vous m'envoyez beaucoup de privilèges, les Français vont se rebeller, peut-être en tout cas. Mais quand vous avez des populations qui sont déjà pauvres, ça va pas avoir un impact sur elles, la pression économique. J'y crois pas, et en plus je trouve que c'est contre-productif. Donc pour moi, il fallait pas condamner les populations du Niger et les rendre aujourd'hui plus pauvres que ce qu'elles étaient. C'était une erreur pour moi. Condamner des gouvernements, c'est une chose, condamner les populations, c'en est une autre. Et les populations n'avaient pas à subir pour des problèmes entre différents gouvernements. Donc, moi, je pense que la sortie de la CEDEAO n'amènera pas grand-chose de positif. On a vu que le Niger a essayé de lever des fonds un peu partout. Ils sont allés au Maroc, ils sont allés en Iran, un peu partout. Aujourd'hui, personne ne financera 1 euro tant que la situation actuelle sera comme celle-ci, c'est-à-dire tant que le président Bazoum sera prisonnier, qu'on n'aura pas de visibilité sur une feuille de route stratégique finalement, et personne n'investira 1 euro, donc c'est plutôt négatif pour le Niger. Pour le Burkina, la situation n'est pas non plus très glorieuse. On a vu que le président Traoré essayait d'être auprès des populations et de sortir des crises, mais
c'est pas si facile. C'est-à-dire que la gestion d'un pays, c'est pas gérer, heu, comment dire? Quelques, villages. Il faut développer le pays, il faut, avec une démographie forte. Donc, il faut pouvoir donner à manger à tout le monde. C'est très compliqué. Moi, je trouve dommage qu'aujourd'hui, on arrive à ce que des pays qui sont censés être frères, enfin, en tout cas, c'est dans la parole qu'ils le sont, finalement, dans les faits, ne le sont pas tellement. Moi, je trouve ça dommage. Quand je vois les conflits qu'il y avait entre le Niger et le Bénin, ou le Bénin et le Niger, peu importe dans quel sens, je trouve ça dommage. Ce sont 2 pays qui n'ont aucun intérêt à être l'un contre l'autre, peu importe qui est président de l'un ou de l'autre, peu importe. Il y a la porosité des frontières fait qu'il y a beaucoup de Nigériens ou de Nigériennes qui sont mariés avec, des Béninois ou Béninoises et inversement. Donc ça sert à rien. L'un n'est pas l'ennemi de l'autre. Donc il faut trouver, la bonne entente. Le Togo, a été assez intelligent, habile pour être le médiateur dans la région, et le président fort, Nassim Bey, a toujours eu ce rôle, dans la région, et c'est un rôle qui est à saluer. Néanmoins, pour moi, il y a 2 choses qui ont été problématiques. Quand il y a eu le coup d'État au Niger, personne, aucun média, même les médias africains, ne disait qu'il y avait eu aucun mort. C'est à saluer quand même. C'est pas on a fait passer les militaires pour, Amin Dada, et Dieu sait que moi je suis critique auprès du gouvernement actuel pour son absence de feuille de route stratégique, et que pour moi, ils vont dans le mur, et que de toute façon, ils ont aujourd'hui plus d'argent, que ça va être très compliqué pour eux. Pour autant, il faut dire les choses. Les militaires n'ont tué personne. Il ne faut pas les faire passer pour des tyrans. À un moment donné, il faut être logique aussi. La population nigérienne a eu un comportement irréprochable. On n'a pas eu des Français ou des Occidentaux qui ont été tués, torturés, des villas pillées. On n'a pas vu ça. Donc, à un moment donné, il faut le dire quand même. Et ça, moi, je trouve ça dommage que les médias africains ou occidentaux ne l'ont pas signalé. C'était pour moi quelque chose qui était à saluer. Donc, je ne vois pas d'impact positif pour moi de la sortie de la CEDEAO. De la même manière, c'est le même sujet que le franc CFA. Beaucoup de gens me disent il faut sortir du franc CFA. Et moi, je leur dis oui, bien sûr, d'un point de vue théorique, mais d'un point de vue opérationnel. Qu'est-ce qui se passera demain si demain, là, on sort du franc CFA? Disons que de façon très facile, ça va être très dur, hein, mais disons qu'on arrive à sortir du franc CFA. Tous les contrats en énergie, en armement, en mine, même agriculture, tous ces contrats-là se feront en US dollars ou dans une monnaie équivalente. Ils ne se feront pas, ou en euros, ils ne se feront pas dans la monnaie locale. La monnaie locale, elle servira à acheter du poisson, à acheter de la viande, des légumes, mais elle ne servira pas pour les gros contrats. Donc finalement, est-ce qu'il y aura un gain réel dans l'économie? Très très peu. Ça veut dire que ça ne changera rien dans les faits. C'est pour ça que toutes ces choses-là, il faut sortir du prisme du sentiment, et être sur les vrais sujets qui vont permettre aux gens de se développer. Et pour moi, si j'étais à la place du Mali, du Niger, du Burkina, j'irais voir les bailleurs de fonds chinois, parce qu'il n'y a que les Chinois aujourd'hui qui ont la capacité opérationnelle et financière de développer ces pays, et de dire aujourd'hui, voilà, à 5 ans, nous, on a besoin de routes, de ponts, de chemins de fer pour extraire des minerais. Comment est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui vous intéresse dans notre pays? Et comment nous, on peut faire pour vous intéresser et que vous nous intéressez? Et d'ici 5 ans, j'ai besoin de ça, 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 ça. C'est ça qu'ils devraient faire. Et aujourd'hui, c'est pas en disant la France est l'ennemi, et le Bénin est l'ennemi, et lui est l'ennemi. Ça sert à rien de dire ça. Et l'Ukraine est l'ennemi. Ça sert à rien. C'est pas comme ça qu'on va. C'est pas en se disant qu'on va se construire avec personne qu'on va réussir à développer ces pays. Jamais. Aucun pays, ni la France et les États-Unis, ni aucun pays dans le monde ne s'est développé seul. En 2013, le président François Hollande envoie son armée au Mali pour aider le gouvernement à éradiquer les groupes armés. Quelques années après, la France s'est vue injecter du Mali. Est-ce que c'était vraiment une bonne décision? L'instabilité dans la zone, comme vous l'avez dit, elle a été l'origine de cette instabilité, ça a été la guerre en Libye, qui a fait que tous les arsenaux militaires de Kadhafi ont été dispatchés dans toute la zone sahélienne. Avant, il y avait des armes, bien sûr. Les Touaregs avaient des armes, etc. C'était toujours, mais entre les mains des populations djihadistes, ça n'existait pas. Le djihadisme, et en tout cas les armées comme on l'a aujourd'hui avec les problèmes au Sahel, vient de la destitution de Kadhafi, qui pour moi a été une erreur incroyable. Ensuite, sur l'intervention française, ou en tout cas le fait de vouloir aider le Mali, le problème, il est très simple. La France et l'Europe, de toute façon, ne sont pas capables d'assumer les dommages collatéraux. Aujourd'hui, ni sur leur sol, et encore moins à l'extérieur. Pour endiguer le djihadisme qu'il y a dans les zones sahéliennes,
il faut faire comme l'Algérie à l'époque, qui a fait deux choses. Elle a fait une chose, bon, pas très bien, mais je comprends de son point de vue, c'est-à-dire de déverser les djihadistes au Sahel, ça c'était le premier point, et l'autre, c'est de liquider les villages entiers complices de djihadistes. Aujourd'hui, si on veut lutter contre le djihadisme, il y a deux choses, la carotte et le bâton. Vous voulez arrêter, lever les armes, on vous donne ça, vous voulez pas, on va liquider tout le monde. C'est ce qui s'est passé dans tous les pays pour pouvoir lutter contre le djihadisme. La France n'est pas capable de faire ça. Donc est-ce que la France a une armée qui est compétente? Oui, les militaires français sont très compétents. Ils sont dans tous les corps de métier. Est-ce qu'elle aurait pu le faire s'il y avait eu la volonté politique? Oui, mais la volonté politique n'était pas là. En fait, la France n'est pas capable de dire aujourd'hui, la France a tué 200 djihadistes au Sahel. Elle n'est pas capable d'assumer ça, des morts. Donc pour moi, la France n'était pas la bonne solution. En tout cas, aujourd'hui, ça s'est révélé le mauvais choix. Même si, je répète, les militaires français sont extrêmement compétents, mais la volonté politique derrière n'était pas la bonne. Ensuite, il faut se dire que, vous savez, quand il y a eu Barkhane, et aujourd'hui, avec les reculs, les gens se disent oui, mais c'est parce que la France. En fait, non, je vais m'expliquer mieux. Il y a beaucoup de gens dans les populations sahéliennes qui pensaient que derrière la France armait les djihadistes ou s'il n'y avait pas. Mais c'est pas ça qui s'est passé. C'est que la France n'avait pas la volonté, comme il y a eu pour l'affaire Naël. Est-ce que l'affaire Naël, la France n'aurait pas pu maintenir la paix en France? Si, mais aujourd'hui, on voit que la police ou les militaires en France n'ont pas le libre choix. Donc, pour moi, c'est pas aujourd'hui, se tourner vers la France, c'est peut-être pas la bonne solution. Les Russes, c'est autre chose. C'est-à-dire que les Russes, ce qui les intéresse, c'est vendre des armes et en échange d'or. Bon, c'est classique. Est-ce que les Russes vont aller se faire tuer sur le front? Il y a eu, je crois, 60 militaires français morts au Mali. Est-ce qu'il y en aura autant des militaires russes qui sont prêts à mourir pour le Mali, enfin en tout cas pour la Russie, mais sur le sol malien, je ne suis pas du tout sûr. Maintenant, moi, je ne suis pas pour dire d'un côté, il y a les méchants russes et d'un côté, il y a les gentils français. Moi, c'est beaucoup plus nuancé, mon discours. La Russie, si les présidents qui sont souverains veulent se tourner vers la Russie, qu'ils se tournent vers la Russie. Maintenant, ils verront les résultats. Je ne pense pas que la Russie sera plus capable de faire... je pense que la Russie sera plutôt capable de faire une garde prétorienne pour les présidents en place, de se dire comment est-ce qu'on va faire pour ne pas être renversé, plutôt que de se dire on va éradiquer le djihadisme. Pour éradiquer le djihadisme, il faut deux choses. On aurait aimé d'ailleurs voir la CEDEAO à l'époque, qui était très enclin à attaquer le Niger, à l'être beaucoup plus pour faire une coalition pour lutter contre les djihadistes au Sahel. Bon, ça c'est une parenthèse. Moi, je pense que ce qu'il faut, c'est une coalition internationale. Aujourd'hui, ça s'annonce très compliqué parce qu'on a vu les problèmes. Mais les Américains ont leur rôle à jouer, même les Chinois peuvent avoir leur rôle à jouer, même les Russes peuvent avoir leur rôle à jouer, les Français. Mais pour lutter contre le djihadisme dans le Sahel, il faut une coalition internationale. Je ne crois pas à une seule force capable de le faire. Vous savez, les djihadistes, ils n'avancent pas en colonne avec des autorisations d'engagement comme l'armée. Ils avancent avec des mobylettes à droite, à gauche, et des kalachnikovs, et ça va extrêmement vite. Il faut aussi s'appuyer sur les populations locales. On avait des populations dans les zones sahéliennes, Touareg, Toubou ou autres, qui pouvaient être des forts points d'appui. Moi, je trouve un peu regrettable que ça n'ait pas été assez développé. Je trouve dommage qu'on fasse les Français contre les Russes contre les Français. Vous savez, quand les Français critiquent ce que font les Russes, bon, moi, je dirais que les Français l'ont fait à une certaine époque. C'est pas un problème, c'est pas une critique de ma part, hein. C'est de dire c'est un constat. Il ne faut pas être dans un prisme si manichéen aujourd'hui. Les Russes jouent leurs cartes. La présence française est malvenue aujourd'hui en Afrique. Et ben les Russes prennent la nature à horreur du vide, donc les Russes prennent la place. Bon, est-ce que c'est bien, pas bien? Chacun des pays le jugera a posteriori. Moi, je pense que c'est pas ça qui permettra à ces pays de s'en sortir. Dans sa dernière déclaration, l'armée ukrainienne a déclaré avoir participé à l'embuscade qui a coûté la vie aux mercenaires Wagner au Mali et certains militaires maliens. Est-ce que vous ne voyez pas la guerre ukrainienne-russe se propager à petits pas en Afrique?
On arrive malheureusement sur ce qui s'est passé à l'époque, ou même encore dans les guerres minières qui se passaient sur le territoire africain, où les puissances s'affrontaient, ne pouvaient pas s'affronter directement, alors elles utilisaient l'Afrique comme moyen de s'affronter dans des guerres minières. Aujourd'hui, ça va être sur un autre plan. Bah, écoutez, vous avez voulu soutenir vous avez voulu faire la guerre directement en Europe, et ben nous on va la faire aussi en Afrique. Et donc c'est malheureux, c'est-à-dire que aujourd'hui l'Afrique va servir de moyen de lutte entre les puissances occidentales qui vont s'affronter. Donc c'est un peu dommage. C'est-à-dire que moi je trouve que au final, moi j'ai une vision purement économique. Moi ce qui m'intéresse c'est le business, les affaires. La guerre, bon, elle est rarement, à part pour certains, mais généralement, elle n'est pas un facteur de développement économique. Donc moi, la guerre m'intéresse pas tellement. Moi, ce que je pense, c'est que la Russie ne doit pas être l'ennemi de l'Ukraine et l'Ukraine ne doit pas être l'ennemi de Russie sur le sol africain. Ça serait un problème énorme pour les populations locales et ça bénéficierait pour personne. Donc, je pense qu'il faut que les chefs d'État africains aient une vision extrêmement long terme. Moi, un jour, il y a un président africain qui m'a dit la chose suivante. Il m'a dit, tu sais la différence entre les Africains, les Européens et les Chinois? Il m'a dit, les Européens, enfin les Français comme vous travaillez pour vous et dans le meilleur des cas, quand vous réussissez à gagner de l'argent, vous le donnez à vos enfants. Il a dit, les Chinois, eux, ils vont sacrifier leur génération parce qu'ils savent qu'ils vont travailler pour un bol de riz et ils pourront pas faire grand-chose de plus. La deuxième génération, elle travaillera pour 2 bols de riz, mais la troisième, elle sera propriétaire d'usine. Elle m'a dit, tu sais la différence avec nous les Africains, c'est que quand on a un enfant qui fait ses études, qui devient avocat et qui a 20 ans, 22, 23 ans, on se demande qu'est-ce que lui peut faire pour nous. Et donc, on a une pensée extrêmement court terme et on n'arrive pas à se développer pour cette raison-là. Et donc, moi, je pense que si les présidents africains copiaient les modèles qui ont été des réussites dans des laps de temps très courts, comme la Corée du Sud, comme les Émirats arabes unis, comme Israël, comme Singapour, si elles copiaient ces modèles qui ont su se développer, elles réussiraient à développer ces pays. Mais si on pense extrêmement court terme, on n'y arrivera pas. Monsieur Jérémy, merci d'avoir participé à ces échanges. Nous espérons vous avoir très souvent. Chers téléspectateurs, merci à vous aussi pour avoir suivi cette émission. Nous espérons vous avoir massivement prochainement. Veuillez partager et surtout ne manquez pas notre prochaine émission. Quant à moi, je vous dis au revoir.